Alors bonjour à tous et bienvenue au Forum de Provins. Donc cette année, nous explorons un nouveau thème, le thème de la biodiversité. Alors évidemment, c'est une édition un peu particulière parce qu'elle est marquée par la Covid-19 et aujourd'hui, on ne peut pas vous accueillir au Centre culturel de Provins. Alors on a réfléchi et puis on a trouvé une solution, c'est de vous faire une visite virtuelle de l'exposition pour vous apporter toutes les informations possibles sur ce thème de la biodiversité, un thème qui se trouve au cœur du développement durable. Alors évidemment, cette visite, elle va se dérouler en plusieurs étapes. La première, une introduction pour comprendre ce qu'est la biodiversité. Alors cette partie-là, je vais la partager avec Charles. C'est avec lui que je vais faire binôme. Et à partir de dispositifs interactifs que l'on va trouver tout autour de nous sur l'exposition, eh bien, il répondra à vos questions, à nos questions, via mon intermédiaire. Et donc, on va se poser, qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce qu'une espèce? Comment on va la classer? Et puis, pourquoi elles sont menacées aujourd'hui, ces espèces? Alors, ça y est, c'est parti, on y va. Donc, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est la première question qu'on doit se poser. Alors, cette biodiversité, c'est la diversité du vivant. Le vivant, c'est la capacité d'un organisme à naître, à se nourrir, à évoluer, à se reproduire et puis un jour à mourir. Alors, la première question que je voudrais poser à Charles, eh bien, c'est d'où nous venons, quand est-ce que le vivant a démarré sur Terre? Pour remonter aux origines de la vie sur Terre, les scientifiques ont choisi un buisson en forme de boule pour représenter l'ensemble des êtres vivants et leurs ancêtres. Alors comment ça se passe? Eh bien, à la surface, c'est le présent, et chaque extrémité de branche, ici donc chaque feuille, représente une espèce vivant actuellement sur Terre. Ensuite, plus on remonte dans le buisson, et plus on remonte dans le temps. En fait, à chaque intersection de branches, on va retrouver un ancêtre commun à plusieurs espèces actuelles. Alors, grâce à la datation des fossiles et à la classification du vivant, les scientifiques ont pu remonter jusqu'au centre du buisson, c'est-à-dire vers Lucas, qui est en fait l'ancêtre commun à toutes les espèces ayant existé sur Terre. Lucas, on pense qu'il est né environ il y a 3,5 milliards d'années dans les océans. Et grâce aux similitudes entre toutes les espèces, les scientifiques ont pu établir son portrait robot. Lucas ne serait en fait qu'une petite cellule avec quelques centaines de gènes. Ah, super. Alors, le plus vieil ancêtre de l'homme serait Toumaï, que l'on a découvert, on a trouvé sa trace 7 millions d'années au Tchad. Alors, Toumaï, la race humaine n'a pas cessé d'évoluer sur Terre. Et je crois qu'à ce sujet, tu as quelques informations à nous donner. Oui, alors en fait, ça va commencer par l'histoire évolutive de la lignée humaine. En fait, il y a 20 millions d'années est apparue la famille des grands singes sans queue, qu'on appelle aussi la famille des hominidés. Et donc, dans cette famille, on va retrouver les hommes, mais aussi les chimpanzés, les gorilles et puis les orang-outans. Et puis, entre 20 millions et 7 millions d'années, nos ancêtres vont petit à petit se séparer de ces trois singes. D'abord des orang-outans il y a 16 millions d'années, puis des gorilles, puis des chimpanzés il y a 7 millions d'années. Et c'est là qu'intervient Toumaï. En fait, Toumaï, c'est le surnom qu'on a donné à un crâne fossile retrouvé au Tchad en 2001. Et Toumaï, en fait, marque notre séparation avec les chimpanzés, puisque c'est à ce moment-là que la bipédie est apparue chez l'homme. Alors la bipédie, en fait, c'est le moment où on a commencé à se tenir sur nos deux jambes, ce qui a libéré nos mains pour pouvoir commencer à créer des objets et manipuler des outils. Et puis ensuite, entre 7 millions d'années et 2,5 millions d'années, ce qui marque l'apparition du genre Homo, eh bien, nous avons continué à évoluer. D'abord, on a notre bassin qui s'est raccourci et qui s'est évasé, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure stabilité debout. Et puis on a aussi les pouces des mains qui se sont progressivement allongés, ce qui nous a permis de gagner en maniabilité sur les objets. On a un larynx qui est descendu, ce qui a permis de commencer à développer des sons plus articulés, et donc de développer la parole. Et puis enfin et surtout, l'évolution la plus flagrante, c'est l'évolution de notre crâne. Et ici, on en a un exemple très récent. On en a un exemple très récent avec un Homo erectus de 400 000 ans, puis
un homme de Néandertal de 45 000 ans et un homme de Cro-Magnon de 20 000 ans, c'est-à-dire nous. Et ce qu'on remarque de manière très flagrante, c'est que en fait, la face de notre visage s'est aplatie, et puis surtout, on a un volume de boîte crânienne qui a considérablement grandi pour laisser de plus en plus de place à notre cerveau. Et cette évolution morphologique a mené à l'espèce que nous sommes aujourd'hui, Homo sapiens. On comprend bien que le vivant, c'est une multitude d'espèces. Mais une espèce, qu'est-ce que c'est, Charles? En général, on dit pour les plantes et les animaux que deux individus appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire ensemble et avoir une descendance fertile, c'est-à-dire des descendants qui eux-mêmes pourront avoir des enfants pour pouvoir perpétuer la vie de cette espèce. Alors, on a recensé 1,8 million d'espèces, et puis les chercheurs nous disent qu'il pourrait y en avoir 100 millions. Alors, pour s'y retrouver, comment ça se passe? Et je crois qu'on les classe, ces espèces. Oui, alors effectivement, pour construire le buisson du vivant qu'on a vu tout à l'heure, les scientifiques ont décidé de classer les espèces par rapport à des caractères que les individus vont partager ou non. Et donc cette classification, elle intervient en 7 étapes. La première question qu'on va se poser dans la classification, c'est la question du règne. Est-ce que l'espèce appartient au règne animal, au règne végétal, ou bien même, un peu plus surprenant, au règne des bactéries? Et donc, si on prend le cas de l'homme, on appartient au règne animal. Ensuite, il y a l'embranchement. Par exemple, pour les animaux, on va retrouver l'embranchement des vertébrés et puis l'embranchement des invertébrés. Alors, pour l'homme, c'est évidemment l'embranchement des vertébrés. Ensuite, la classe. Là, pour les animaux vertébrés, on commence à avoir beaucoup de classes. On va retrouver la classe des poissons, la classe des oiseaux, celle des amphibiens, celle des reptiles, et puis aussi, surtout, la nôtre, celle des mammifères. Ensuite, il y a l'ordre. Alors, pour les hommes, on appartient à l'ordre des primates. C'est un ordre qu'on va partager avec les singes et puis aussi les lémuriens. Ensuite, il y a la famille. Là, on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Les hommes appartiennent à la famille des grands singes sans queue, qu'on appelle aussi la famille des hominidés. Et puis le genre, Homo. Et enfin, l'espèce, Homo sapiens. Mais à l'intérieur d'une espèce, il peut y avoir des différences. Et donc, si on prend l'homme, on n'est pas tous identiques. Donc, comment est-ce que ça s'organise? Je crois qu'on appelle ça de la génétique. Oui, alors, pour comprendre la différence entre les individus, il faut s'intéresser au code génétique, c'est-à-dire à l'ADN. Alors, le code génétique, c'est ce qui va en fait coder des caractères, par exemple la présence de mains, la présence de pieds, la présence d'un estomac ou même d'une colonne vertébrale. Et donc, tous les individus d'une même espèce vont partager 100% de leurs gènes. Et en fait, on s'aperçoit même qu'une toute petite différence entre le code génétique de deux individus va mener à des espèces complètement différentes. Par exemple, l'homme et le chimpanzé, qui sont deux espèces bien distinctes, vont tout de même partager près de 99% de leurs gènes. Alors, du coup, ça n'explique pas la différence entre les individus au sein même d'une espèce. Et alors là, ce qui se passe, on va rentrer un peu plus précisément dans les gènes. Et en fait, pour chaque gène, il existe plusieurs versions de ce gène qu'on va appeler allèles. Et c'est justement les différences entre ces versions de gènes qui vont mener à la diversité dans les couleurs de cheveux, dans les couleurs de peau, dans les couleurs des yeux, dans la taille, dans la forme du visage. Alors, plus concrètement, on va voir comment ça se passe avec Monsieur et Madame Patate. Alors, Monsieur et Madame Patate, on va dire qu'ils appartiennent à la même espèce, l'espèce des Monsieur et Madame Patate. Et donc, dans cette espèce-là, ils peuvent avoir un enfant qu'on va appeler Patate Junior. Ici, la question qu'on va se poser, c'est à quoi va ressembler Patate Junior. Et donc, pour ça, il va falloir qu'on remonte au code génétique de ses parents pour comprendre quelle va être la couleur de ses yeux ou bien quelle forme du nez il va avoir. Alors, le problème de la génétique, c'est que c'est un petit peu une loterie entre des gènes qui vont être aléatoirement transmis de la maman vers l'enfant et aléatoirement transmis du papa vers l'enfant. Et ensuite, c'est cette combinaison de gènes issus du papa ou de la maman qui va créer en fait la diversité de l'individu et qui va mener à des caractéristiques spéciales comme la couleur de ses yeux ou la couleur de son nez. Alors du coup, moi je vous propose de tirer au sort parmi les gènes que la maman va transmettre à Junior et que le papa va également transmettre à Junior. Alors, on va d'abord s'intéresser par exemple aux yeux et on va commencer à tourner dans notre loterie génétique. Alors, Madame Patate, elle possède deux gènes qui codent la couleur des yeux.
elle peut avoir un allèle rose ou un allèle vert, c'est-à-dire 2 versions de ce gène des yeux. Et donc, on va voir au hasard lequel elle va transmettre à Junior. Ici, elle va transmettre un allèle rose. Monsieur Patate, lui, il ne possède que des allèles verts pour la couleur des yeux. Alors, on tire au sort, mais il n'y a pas beaucoup de suspense. Forcément, Monsieur Patate va transmettre un allèle vert. Et puis, alors là, quand on a 2 allèles différents, il y a une question qui se pose, qui est est-ce que Junior va du coup avoir un œil d'une couleur et l'autre d'une autre couleur, puisqu'il y a 2 allèles différents. Alors à ce moment-là, la nature est bien faite. Dans ce genre de situation, c'est un allèle qui va prendre le dessus sur l'autre. On va parler d'allèle dominant. Et donc, en l'occurrence, c'est la version rose des yeux qui va dominer. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'une bille rose avec une bille verte, ça revient à avoir ce qu'on avait sur la maman. Et donc, Junior va avoir les yeux bleus. Ensuite, on va répéter l'opération pour savoir quel va être le nez de Junior. Eh bien, à ce moment-là, on répète le tirage au sort. Ici, parmi les allèles qui codent la couleur du nez chez le papa, on va trouver une bille bleue. Et puis ensuite, les allèles qui codent la couleur du nez chez la maman. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec 2 billes bleues. Donc, le nez de Junior sera rose. Alors, on a parlé de ce qu'était une espèce, on a parlé de la classification, de la génétique, et maintenant on va parler des milieux de vie, et donc de ce qu'on appelle un écosystème. Alors, Charles, effectivement, les espèces, elles évoluent en fonction de leur milieu, mais si le milieu devient hostile, est-ce qu'elles peuvent disparaître ? Oui, alors regardons ce qui se passe en Antarctique, par exemple. Ici, on a plusieurs espèces qui vivent ensemble dans ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire qu'elles partagent un même environnement et que ces espèces dépendent toutes les unes des autres. Alors, prenons ce schéma. Ce qu'on voit dans ce schéma, c'est qu'à la base de la chaîne alimentaire en Antarctique, on va retrouver les algues qui vont permettre de nourrir les crevettes. Les crevettes, dans cette chaîne alimentaire, elles vont être mangées par 4 différentes espèces, le macareux, le phoque, le poisson et la baleine. En haut de cette chaîne alimentaire, on va avoir l'ours polaire qui va manger le phoque, et puis l'orque qui, lui, est un peu plus gourmand et qui va manger le macareux, le phoque, le poisson et même la baleine. Alors, avec ce schéma, on comprend bien que si on retire les algues ou si on retire les crevettes, on va complètement perturber l'écosystème puisque les espèces en haut de la chaîne alimentaire ne vont plus trouver de quoi se nourrir et elles vont, elles aussi, disparaître peu à peu. Alors, on voit bien qu'effectivement, un écosystème, ça peut être fragile, mais il y a des espèces qui, pour éviter de disparaître, vont mettre en place des parades, je crois, pour se faire finalement plus méchantes qu'elles ne sont. Au fur et à mesure de leur évolution, et en fonction du milieu dans lequel elles vivent, certaines espèces ont développé des ruses pour pouvoir se camoufler et se protéger dans leur environnement. Alors, prenons un exemple. Ici, j'ai l'impression de voir un serpent. En fait, en y regardant de plus près, c'est une pieuvre mimétique. Cette pieuvre, quand elle se sent menacée, elle va s'enterrer dans le sol et ne laisser dépasser que ses tentacules zébrés. Elle ressemble alors à un serpent de mer très venimeux qui va faire fuir l'ensemble des prédateurs. Certaines espèces vont aussi développer d'autres stratégies. Par exemple, ici, je crois voir une fleur, alors qu'en réalité, c'est une menthe religieuse. En fait, cette menthe religieuse, elle va prendre l'apparence d'une fleur pour attirer les insectes butineurs et pouvoir du coup chasser plus facilement ses proies. Alors aujourd'hui, la biodiversité qui nous apporte la nourriture, les médicaments, l'oxygène, qui nous rend de nombreux services, est assez menacée et il faut tout faire pour la protéger. Alors, quelles en sont les raisons ? Eh bien, c'est la pollution, c'est l'urbanisme, c'est différents facteurs qui sont liés à nos activités humaines, mais aussi le réchauffement climatique qui, quelque part, est aussi le fait de l'homme. Alors, pour résumer un petit peu tout ça et mieux comprendre ces menaces, eh bien, je crois, Charles, que tu nous as sélectionné une espèce qui est le chimpanzé, notre vieux cousin, finalement. Effectivement, si on s'intéresse au cas du chimpanzé, on remarque qu'il est particulièrement menacé dans son habitat naturel. Alors, le chimpanzé vit dans la forêt tropicale
du Congo par exemple. Et en fait, il va être menacé par 4 facteurs différents et qui vont s'ajouter les uns aux autres. Alors, le premier facteur qui menace le chimpanzé, c'est l'agriculture. En fait, on va petit à petit déforester pour pouvoir implanter des plants de café, de bananes, mais aussi de cacao. Et donc tout ça, ça va petit à petit ronger l'espace habitable pour le chimpanzé. On va également avoir de l'exploitation forestière et des extractions minières qui, là encore, vont réduire l'habitat du chimpanzé. S'ajoute à cela le problème de la chasse, puisque le chimpanzé est chassé par des populations locales pour sa viande, mais aussi il peut être braconné pour des trafics internationaux, et ça le menace terriblement. Et puis enfin, il y a le 4e facteur qui est lui un peu plus surprenant, qui est en fait l'introduction de maladies humaines dans l'environnement du chimpanzé, puisque quand l'homme déforeste et s'introduit petit à petit dans la forêt, il y introduit avec lui des maladies. Et donc, la dernière en date qui a été particulièrement mortelle pour le chimpanzé, c'est la fièvre Ebola, qui depuis 15 ans décime les populations de chimpanzés. Alors, pour conclure cette partie sur la fragilité des espèces, eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'on a déjà connu au cours du temps des extinctions massives et des espèces autant menacées? Alors, pour répondre à ta question, je propose qu'on revienne sur notre schéma du départ, c'est-à-dire le buisson du vivant. Alors, vous vous souvenez de Lucas, l'ancêtre commun à toutes les espèces. Lucas est né il y a 3,5 milliards d'années, et à partir de lui, toutes les espèces sur Terre ont pu se développer. Elles ont pu se développer pendant plus de 3 milliards d'années, et puis, il y a 450 millions d'années, on a observé la première extinction massive. Alors, une extinction massive, c'est quoi? C'est une grosse perte de biodiversité qui se fait de manière très rapide et très brutale, avec une disparition de très nombreuses espèces. Et puis, après cette première extinction, on en a connu 4 autres, dont la dernière en date, il y a 65 millions d'années, que vous connaissez sûrement, qui est la disparition des dinosaures. Et puis, ce qui est assez magique avec la vie et la biodiversité, c'est qu'à chaque fois, la vie est réapparue à partir de seulement 5 à 25% des espèces restantes. Et puis, en revanche, aujourd'hui, on se pose quand même une question, est-ce qu'on ne serait pas arrivé à la 6e extinction massive? Pourquoi? Parce que les scientifiques observent qu'il y a un rythme de disparition des espèces aujourd'hui qui est 100 à 1000 fois plus rapide que celui du renouvellement naturel. Et donc, ce qu'on comprend bien avec tout ce système-là et les problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que la biodiversité, c'est l'affaire de tous et que ça commence à la sortie de l'école.